compris qu'aujourd'hui, on va étudier un peu Pessah, non? Non? Bezrat Hashem Pesach. On va faire le shiur, Bezrat Hashem Yiratzon. שהשיעור יהיה בעזרת השם לשם שמיים, בשמחה וגם לעילוי נשמת כל מתה עם ישראל בפרט יעקב בן סוליקה, le beau-père de Yaakov, et la foi שלמה של כל מתה עם ישראל, וגם יעקב בן מסעודה, il a pris sa 10 בעזרת השם, השם ישלח לה רפואה שלמה. Alors, on va commencer par la veille de Pessah. On avait parlé la dernière fois de Bdikat Hametz. On va parler des Melachot, c'est-à-dire on n'a pas le droit, il y a certaines choses qu'on n'a pas le droit de faire la veille de Pessah. L'une des choses, c'est les melachot, c'est-à-dire aller travailler, réparer des choses dans le jardin ou à la maison, tu vois, réparer un habit. Si c'est pas pour la fête, quelque chose, une melacha qu'on fait pour réparer la voiture ou quoi, ça peut poser un problème de faire des melachot, gumrot, la veille de Pessah, sauf si c'est pour la fête. Pour la fête elle-même, par exemple, pour aller se couper les cheveux ou quoi, alors il vaut mieux si tu sais te couper les cheveux toi-même. À ce moment-là, il y a beaucoup moins de problèmes. Tu peux te couper les cheveux toi-même, avec une machine, tu sais, une tondeuse comme ça. Mais aller chez un coiffeur, à ce moment-là, il vaut mieux que ce soit il faut que ce soit quelqu'un qui est dans le besoin. Un juif qui soit dans le besoin, donc tu vas et en même temps que tu te coupes les cheveux, tu lui donnes de l'argent et ça va aider pour la fête. Il faut qu'il y ait ou alors un goy. Tu comprends? Maintenant, il y a une chose aussi qu'on oublie parfois, c'est qu'on n'a pas le droit de manger de matzot la veille de Pessah. Mais il y a certaines choses qu'on a droit, certaines choses qu'on n'a pas le droit. Alors les matzot ashirot, tout ce que tu trouves papouchado, tout ça, tu peux le manger la veille de Pessah. Mais curieusement, si tu prends ce qu'on appelle kemach matzah, c'est-à-dire c'est de la matzah broyée en fait, c'est pas vraiment de la farine, c'est de la matzah qui est déjà cuite. Elle a été broyée au point où c'est comme du sable fin. Et avec ça, on essaie de l'accrocher avec des œufs, toutes sortes de matière. Et on essaie d'imiter un peu des recettes de gâteaux ou quoi, bon, tant mieux que mal. Alors, étant donné que c'est de la matzah broyée, on n'a pas le droit de consommer ça la veille de Pessah. C'est-à-dire de faire des gâteaux à base de matzah broyée, on n'a pas le droit. Si c'est de la matzah ashira qui a été cuite, c'est-à-dire la pâte, elle a été faite à la base de jus, tu comprends? Ça, on a le droit. Mais si c'est de la matzah qui est kshera, fait à base d'eau, et qu'on a broyé et qu'avec ça on fait des gâteaux, on n'a pas le droit. Et paradoxalement, on peut prendre de la matzah, et la cuire dans de la soupe ou des éléments, tu vois, de l'œuf, la frire aussi, et ça on aura le droit de manger la veille de Pessah. Parce qu'on lui fait changer le goût carrément, tu vois. Et donc on peut prendre de la matzah, la frire ou la cuire, avec un peu d'œuf. Tu connais ça? Tu la mets dans la poêle, tu la frites un peu, avec de l'œuf, tu le fais sucré ou salé comme tu veux salé, et tu mets ça, après tu mets dans du sopalin, comme ça, du papier pour absorber un peu l'huile, même si on est tunisien, c'est pas grave. C'est bien d'absorber l'huile. Et bon, tu manges avec ça après. Et maintenant, si tu veux que ce soit à motzi ou maisonot, la même recette, elle peut devenir soit à motzi, soit maisonot. Comment faire? Si les morceaux qui sont frits ou cuits, ils sont divisés en 4 ou ils sont moins que kazait, à ce moment-là, après cuisson, ils deviennent maisonot. Mais si tu prends une matzah, par exemple, tu aurais une poêle qui est carrée, tu vois, il y a des poêles qui sont carrées, et tu mets une matzah entière dedans à frire, elle restera à motzi. D'accord? Et comme c'est la veille de fête, en fait, bon, alors peut-être que ce sera moins mieux aussi de faire à motzi, vaut mieux que ce soit maisonot, c'est plus pratique en plus. Pour les enfants, tout, tu n'auras pas besoin de faire netilat yadayim. Donc tu prends des morceaux, des quarts de matzot, ou tu vois, même des huitièmes, enfin, comme tu veux, et tu les frites. À ce moment-là, ça deviendra maisonot et tu as résolu le problème. D'accord? Donc le midi qui est veille de Pessah, donc on mange pas de matzah et on mange un repas normal, enfin un repas sans hametz. Et voilà. Du riz, tout ce que tu veux. Même si tu as nous les Tunisiens, on mange du riz. Mais il y a des Tunisiens qui ne mangent pas, par exemple, de hummus, par exemple. Tout ce qui serait interdit par le minhag de n'importe quel. Les Algériens, Marocains, ils mangent pas de riz ou de cotoniotes, de légumineuses, tout ça, ils mangent pas. Eh ben, la veille de Pessah, ils ont le droit. Ouais. Le Pessah n'est pas encore rentré proprement dit. Ils ont le droit, même eux, ils ont le droit de manger du riz, etc. Je t'avais dit, la dernière fois, on a parlé de ça, on dit le Rav Meshach Zatzal, il avait une casserole qui était cachée à la Pessah. Et comme lui, il mangeait pas de riz, il faisait ça, il utilisait uniquement, en soir, que le soir de Pessah. Par contre, le msoki, on attend le seder. Ouais, c'est ça.
Maintenant, on va passer un petit peu au Seder, proprement dit. Tu vas bien? C'est sombre. Tu peux allumer si tu veux. Bon, alors, il y a le Seder, c'est Kadesh, Ochatz, Karpatz, Yahatz. Magid, Rorza, Motzi, Matza, Maror, Korech, Shulchan Orech, Tsafun, Barech, Halel, Nirza. Alors, le Kiddush, il faut donc quel vin choisir déjà? Alors, il y a un ordre de priorité de qualité dans le vin. Le vin le mieux, c'est le vin qui est sec, qui sera sec, rouge, et pas cuit, non cuit. Au niveau de la qualité de la mitzvah, c'est le top, si tu veux, le top du top. Maintenant, si à table, on sait qu'il y a des invités, que parmi eux, il y en a qui conduisent le Shabbat. Malheureusement, celui qui conduit le Shabbat, il sera appelé Mechalel Shabbat de Pharesia. Et donc celui-là, il ne faut pas boire le vin qui reste dans son verre. Et même si lui, il te verse du vin, il ne faut pas le boire, ce vin. Petit Avad, il y a des poskim qui... Petit Avad, si tu as un problème de Shlom Bayit avec eux ou quoi, s'il va à la tfila, il reconnaît Maaseh Bereshit, il va faire le kiddush le vendredi soir chez lui. Tu vois, malgré il respecte pas le Shabbat, en public, je veux dire, des malachot de la Torah. J'insiste. S'il fait des malachot de la Torah interdites par la Torah en public, c'est là qu'il s'appelle Mechalel Shabbat Pharesia. C'est un statut qui est assez grave. C'est pas bon d'être dans ce statut-là. Mais le problème, nous, c'est que quand lui, il va manipuler le vin, si ce vin, il n'est pas cuit, alors à ce moment-là, en le manipulant, c'est-à-dire en te versant dans ton verre, il est interdit ce vin. Ça s'appelle Yain Nasser. D'accord ? Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Si on veut éviter ce genre de problème, on prendra du vin qui est cuit. Parce que le vin qui est cuit, il ne peut pas devenir Yain Nasser. Il ne peut pas devenir un vin interdit. Qu'est-ce que c'est Yain Nasser? Ça ressemble aux coutumes idolâtres qu'ils avaient du temps des temples idolâtres. Ils avaient aussi ce qu'on appelle la libation. Ils libaient, c'est-à-dire il y avait des canaux qui dirigeaient du vin autour du temple, de leur temple. Et nous, dans notre temple, nous aussi, il y avait cette libation-là. Donc pour que ça n'aille pas ressembler, s'apparenter à une libation qui ressemble à une pratique idolâtre, donc un vin qui est potentiellement utilisable en tant que... Il y a une Nasser Nessira libation, il sera interdit quand il est manipulé par des gens qui sont hors de la religion. Que sont des goïms, par exemple, c'est interdit. Mais si le juif, lui-même, Chazvé Shalom, il est Mechalel Shabbat Pharesia, c'est-à-dire qu'il enfreint des melachot de la Torah en public, il est capable de faire ça, il n'a pas honte de faire ça, à ce moment-là, malheureusement, son statut, il est un petit peu, disons, apparenté à comme celui d'un goï, sur certains points. Évidemment, il peut faire tchouva tout de suite, il n'y a pas besoin de le convertir ni rien, tu comprends? Instantanément, il fait tchouva, c'est bon. Mais tant qu'il n'a pas reçu le joug des mitzvot, c'est-à-dire qu'il n'est pas assujetti aux mitzvot, donc Chachamim, ils ont fait un knas, comme ça, une xéra, comme quoi le vin qui va être manipulé, s'il n'est pas cuit, s'il est potentiellement utilisable en esser, il sera interdit même par ce juif-là. D'accord? On dit aussi, il y a une différence entre, ça dépend quel goï, s'il est musulman, à ce moment-là, il est considéré, Maïmonide le considère comme non idolâtre, il n'est pas idolâtre, il sert qu'Hachem. Donc lui, il n'y aura que le vin qui sera versé qui va devenir interdit, mais le vin qui est resté dans la bouteille, il est resté permis. Il n'y a pas besoin qui ne touche pas à la bouteille, ces choses-là. Par contre, celui qui est considéré comme idolâtre, avec la Trinité, tout ça, lui, même le vin qui est resté dans la bouteille, il sera devenu interdit. Donc ça s'appelle Yain Nasser. Pour parer à ce problème, s'il y a quelqu'un qui vient de préserver, je sais pas, parfois ça arrive dans les familles, il y a quelqu'un qui vient avec un goy, une goya ou quoi, il va manipuler, et tu sais pas comment te sortir de cette histoire-là. À ce moment-là, il faut absolument emmener du vin qui est cuit, pré-cuit. Ou tu le cuis toi-même, mais je sais pas ce que ça va donner que tu le cuis toi-même. Il va peut-être pas être très bon, tu vois. Vaut mieux qu'il soit pré-cuit, à l'usine et tout, t'es tranquille. À ce moment-là, il peut le toucher, il n'y aura pas trop, il n'y a pas d'incidence sur ça. D'accord? Donc déjà, il faut se préparer à ça. Comment? Ça fait quoi que le vin il est cuit? Le fait qu'il soit cuit, il va être disqualifié à devenir Yain Nasser. Potentiellement, s'il y avait un temple d'idolâtrie, il ne pourrait pas devenir un vin de libation d'idolâtrie. Et donc, de ce fait, on ne peut pas l'appeler Yain Nasser, proprement dit, un vin de libation. Même pour notre temple à nous, c'est le fait qu'il soit cuit, on ne peut pas l'utiliser pour le temple. Donc, il est hors concours, il est hors
Tacharout, tu comprends? On veut pas il rentre pas du tout dans le potentiel de libation et toute cette histoire-là. On la cuit. Et pour les 80 du Seder de Pessah, il est considéré d'une qualité un peu moindre, mais le Khatrila, on est acquitté, il n'y a pas de problème. Tu peux faire le Seder là-dessus. D'accord? Aussi le jus de raisin. On peut faire du Seder jus de raisin. Par exemple, pour les femmes, quand la famille elle vient, tout ça, on ne veut pas que les femmes elles boivent 4 verres de vin. Même souvent, elles ne peuvent pas, mais admettons qu'elles puissent. C'est pas bon, c'est malsain, c'est pas de sa noix. On commence à boire, il ne faut pas faire des choses comme ça. Donc on leur donne du jus de raisin. D'accord? Et, et donc ça, pour les familles, c'est toujours propre. Pour les enfants, comment on fait pour les enfants? Si l'enfant il n'est pas encore bar mitzvah, à ce moment-là, hein, on lui donne même on peut lui donner du vin ou ce que tu veux. Il vaut mieux du jus de raisin, mais tu n'es pas obligé de donner Révi'it. Parce que 4 verres, ça va être dur quand même pour lui donner. Il peut boire Révi'it s'il est presque majeur ou quoi, presque bar mitzvah. Mais s'il est petit, il n'a pas 8 ans, 9 ans, tu vois, il veut t'imiter, mais tu veux pas qu'il a un problème ou quoi, tu lui donnes un petit verre, et ça va, quoi. Juste symboliquement, quoi. Tu lui fais boire des verres, mais il n'y a pas besoin de te makpid, que ce soit Révi'it, etc. Pour les enfants. Donc ça, c'est pour les verres de vin. Il y avait une histoire avec le Rav de Brisk. Il y avait un jour quelqu'un, il vient lui poser une question, et il lui demande, Kodarav, est-ce que j'ai pas les moyens d'acheter du vin pour toute la famille, pour 4 verres pour chacun? Est-ce que je peux être acquitté avec 4 verres de lait? Alors, il regarde sa femme, il dit, je t'en prie, va me chercher 5 roubles. Alors, elle va chercher 5 roubles, elle lui donne. La femme, elle le regarde comme ça, mais intriguée, tu vois, elle est pas très contente. Pourquoi tu lui donnes 5 roubles? Bon, il lui donne quand même les 5 roubles, il lui donne, et il s'en va. Alors, au début, il dit, non, mais j'ai pas besoin de tzedaka, je veux juste savoir si je peux être acquitté avec du lait. Il dit, non, prends-les, c'est bon, c'est bon. Comme on dit entre nous, avec les enfants, on dit, c'est bon pour ce que t'as, c'est bon pour ce que t'as. Je sais pas. Alors, il s'en va. Après, la rabbinite, elle lui dit, mais Kodra, il dit, mais il a posé une question avec du lait. Tu lui as donné 5 roubles, mais quel rapport? Alors, il dit, t'as pas compris? Il pose la question, est-ce qu'il peut être acquitté avec 4 verres de lait? Et ouais, là, c'est avec de la viande, avec du poisson, avec tout ça. Ouais, s'il prend du lait, est-ce qu'il va manger de la viande? C'est-à-dire qu'il n'a pas de viande, il n'a rien du tout. Donc, ça veut dire qu'il lui manque seulement du vin, il lui manque tout. Allez, donne-lui de l'argent comme ça. Tu as résolu tout le problème. Ça, c'est la chorma du Rav Brisk. Donc, on va être acquitté avec 4 verres de vin. Les verres de vin en question, il faut les finir jusqu'au bout. Alors, ça dépend. Bonne question. Si il y en a, il vaut mieux préparer. Le mieux, si on peut se préparer avec des petits verres. Ils vendent des petits verres qui sont pas très chers. Tu mesures avec un biberon de bébé ou alors avec tu mets de l'eau dedans pour mesurer avec une balance. Et il faut atteindre la Révi'it, c'est 81 centilitres. Combien? C'est 81. Donc à peu près 80 grammes. Donc tu fais 85 grammes, disons. Il faut que quand tu verses, tu sais, tu prends le verre vide, tu mets sur la balance, tu l'allumes, ça fait 0. Tu mets de l'eau dedans jusqu'à ce que tu atteignes 85 grammes, d'accord? Pour arrondir un peu, quoi. S'il contient 85 grammes, ce verre en étant petit, donc tu as l'avantage que presque tout le verre il sera plein ou tout le verre sera plein, donc tu as le vin qui est malais qui est plein, ce qui est bien. Et à ce moment-là, tu as un Révi'it complet dedans. Donc tu n'as pas le problème combien je vais boire dans ce verre-là. Mais si tu as un verre qui contient 3 à 4 Révi'ot, un grand verre, à ce moment-là, il y a le problème qu'il faut boire. C'est mieux de boire la majorité du verre, au moins la moitié du verre. Qu'est-ce que ça veut dire? Je prends un verre et je bois à peine. C'est pas une grosse comme les Allemands, tu sais, avec la bière, ils ont un truc qui fait 1,5 litre, je sais pas quoi. Tu bois juste à peine. Qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle pas boire, ça. A pas l'air de quelqu'un qui boit. En tout cas, c'est pas des réroutes. Il a pas l'air de quelqu'un qui est libéré, qui boit, tu vois. Ça a l'air pas mesquin, mais c'est retenu, c'est coincé, quoi. C'est pas. Donc, on veut un verre où il va boire. S'il boit tout le verre, c'est bien. Au moins la majorité du verre. Donc tu prends un verre avec des petites quantités, ça résout beaucoup de problèmes. Et même pour verser dedans, tu t'en mêles pas les pattes, la quantité tout de suite elle est automatiquement mesurée puisque le verre, dès que tu le remplis, tu sais que tu as 100 centilitres ou un truc comme ça, donc tu es tranquille. D'accord? À ce moment-là, tu bois presque tout le verre, pas obligé de tout le verre, mais Révi'it c'est le mieux. Si tu peux pas, tu bois au moins la moitié du Révi'it, un peu plus que la moitié de la Révi'it, pour être acquitté, ça va. D'accord? Maintenant, il faut aussi boire le verre. Et c'est bas. C'est-à-dire, on met, comme ça, tu vois, on prend on se met à peu près à 45 degrés comme ça, et on s'adosse un peu, faut être à l'aise, on tourne un peu la chaise, et pour pouvoir être à l'aise sur le côté gauche,
Et il faut boire comme ça, c'est bas. Sinon, c'est Merakev, il faut recommencer après. D'accord? Pas pour les femmes. La femme, si elle a oublié, ou elle veut pas, ou elle a honte, ou je sais pas quoi, Bedi Avad, elle a été acquittée même sans Seba. D'accord? Mais les Khatrila, il faut que ce soit Seba, et nous, c'est Merakev. Nous, c'est un problème. Pareil pour le Motzi Matzah. Quand on va manger un Motzi Matzah, il faudra que ce soit Seba. D'accord? Pour le Korech aussi, Seba. Le Maror, il n'y a pas besoin de Seba. Quand on fait Birkat Amazon, on n'a pas besoin de faire Seba. Au contraire, il faut être assis, bien posé. Donc, on va boire ce verre en Seba. Kolel, le verre du Kiddush, c'est le premier des 4 verres. Donc, ce verre-là, on va le boire en Seba. Il faut bien préparer aussi, que la chaise puisse être tournée, qu'il y ait un peu d'espace entre les convives, qu'il soit légèrement tourné. Il va s'adosser là-dessus. Préparer le terrain que ce soit pas la peine de parler, parce qu'une fois que celui qui a fait le Kiddush, les gens du repas, ils vont entendre le Kiddush, ils vont être acquittés de celui qui dit le Kiddush. D'accord? En principe, s'il n'y a pas de problème. S'il prononce mal ou on n'entend pas ce qu'il dit, à ce moment-là, chacun, il s'acquitte lui-même. Quelqu'un, parfois, il prononce mal. Parfois, tu veux les chabed auto, tu veux l'honorer, il est âgé, tu veux pas le vexer, et lui, il va dire le Kiddush, mais tu comprends pas ce qu'il dit. Ou alors, il dit avec un accent où il avale les mots, où il prononce mal. Il comprend pas lui-même ce qu'il dit parfois. Donc, tu le respectes, mais ça pose un problème au niveau de la mitzvah elle-même. Donc, tu vas murmurer en essayant de pas le montrer, tu vois. Murmurer avec ton verre pour t'acquitter toi-même. À ce moment-là, tu vas, sans couper avec la parole, tu vas te remettre en un séba et tu vas boire ton verre. Parce que le kiddush, on le fait debout. Et donc, entre le debout, il faut s'asseoir, se mettre en un séba, et là, boire le verre, le premier verre du seder qui est le verre du kiddush. D'accord? C'est compris? T'as dit que le kiddush, on le fait debout, Ouais. mais après, on s'assoit et on se met en séba pour boire. Pour le boire, exact. D'accord? Donc, faut le rappeler, ça. Si tu vois quelqu'un, il le fait pas, toi, tu t'assois, tu bois, mais faut faire, tu vois, faut essayer de le rappeler. Et parce que sinon, il faut demander, si c'est pas une femme ou un enfant, il faut lui demander de recommencer. Alors, ils sont peut-être pas toujours d'accord, donc parfois c'est des invités, ils sont étrangers, c'est un peu honteux comme ça. Donc, il vaut mieux préparer le terrain. Et aussi, avant le kiddush, ce serait mieux peut-être de rappeler à tout le monde, je vais dire le kiddush, je vais vous acquitter. C'est-à-dire, il faut qu'ils entendent le kiddush. Il ne faut pas qu'ils se fassent des signes l'un à l'autre, tu vois. C'est naturel de faire ça, mais ça marche pas au niveau de la formule. Maintenant, si toi tu dis le kiddush pour les acquitter, et eux, ils se font des signes, ils rigolent, quoi, tu vois. Ils sont pas concentrés à ce moment-là. Il y a un gros problème de machmia, shoméa machmia. Ils sont pas liés à ton kiddush, ils sont pas trampistes, ils sont pas passagers de ta voiture. Ils sont ailleurs. Donc à ce moment-là, il aurait mieux fallu qu'il fasse le kiddush lui tout seul. Comme ça se fait pas. Ça se fait pas que chacun fait son kiddush tout seul. On n'est pas des étrangers. Donc il y en a un qui acquitte les autres. C'est vrai, c'est des situations de tact. Donc il vaut mieux dire à tout le monde, bon, tu vas pas le répéter 10 fois, mais il faut le dire une fois ou deux. Soyez concentrés, écoutez mot à mot, et l'intention d'être acquitté. Maintenant, machiyeye, qu'est-ce que tu veux faire? D'accord? Chacun il a son libre arbitre, chacun il fait ce qu'il veut, mais Emma la sauté, il faut leur donner une chance quand même. Donc dis que tu dis le kiddush, prononce bien et dis avec une voix assez forte et doucement, pour qu'ils puissent discerner entre les mots, et tu dis avant de faire le kiddush, tu leur dis une fois que j'ai fait le kiddush, chacun s'assoit en silence et se met en séba, boit son verre. D'accord? Donc préparer la chose de manière que tu ne sois pas obligé de le réexpliquer au moment où justement on doit se taire. C'est contradictoire, ça va pas. Ok? Donc ça c'est pour le premier verre du kiddush. Ensuite, urhatz, on va se laver les mains pour faire le karpas. Le karpas, on va prendre un peu de laitue. Pour nous les sfaradim c'est de la laitue. Et on va le tremper dans soit de l'eau citronnée, mais il faut que ce soit une majorité d'eau. Parce qu'il y a un din qui s'appelle, on l'avait pris ensemble dans quelques shiurim, l'histoire d'avar shitibulo bemashke, un aliment qui va être trempé dans une boisson, qui est yad shachadam. C'est du vin dans le vin, ou dans de l'eau, ou du lait, le sang aussi, le sang de poisson, qui est caché, etc. Il y a une petite liste de boissons que quand on trempe dedans, atamitrayev benitiat yadayim bli bracha, à cause du safek. On doit faire un netiat yadayim comme pour motzi, parce que je trempe par exemple un fruit qui est mouillé, je l'ai mouillé pour le laver, pour enlever l'insecticide ou quoi. Donc je l'ai mouillé, je l'ai lavé, il est encore, tu vois les gouttes dessus. Si je le touche, tu vois mon doigt, il va recevoir de la goutte d'eau qui est bolette, qui est en relief.
C'est pas juste de l'humidité. Ça ressort, et je vais le toucher, je vais avoir le doigt mouillé. Ça s'appelle Tofer Almenat Latpiach. Si c'est mouillé à ce point-là, ce fruit-là, cette poire-là que je vais manger par exemple, quand je vais la manger, il va falloir faire Netilat Yadayim avant, sans bracha. Donc, comme dans le Seder chez le Pessah, c'est écrit Kadesh Ulhatz, c'est-à-dire qu'il faut faire Netilat Yadayim pour l'ordre qui a été instauré. Donc il faut que le karpas, la laitue, il faut qu'on la trempe dans l'une des boissons qui est Mechayev Ben Netilat Yadayim. Et donc si on fait dans du citron, le jus de citron, c'est pas inclus. Donc il faut que la majorité du liquide, ce soit de l'eau. Tu comprends? Normalement, c'est pas de l'eau salée. L'eau salée, c'est bon aussi. Et c'est pour se rappeler l'esclavage, en fait. Oui. C'est... Et on a l'intention de rappeler d'acquitter le maror après. Dans le repas, on aura le maror plus tard. Quand on fait Boré Pri Adama sur le karpas, on a l'intention d'acquitter le maror. D'accord? Du céleri. Oui, du céleri. Mais tu prends de la laitue aussi. Bon, peu importe. Maintenant, j'ai oublié de dire autre chose. Il y a une coutume, le Rav Ovadia, il la ramène. Et elle est bien pour respecter les invités, pour leur tenir la laine. C'est avant le karpas, c'est-à-dire juste après le kidouche, de servir de l'œuf, par exemple, un œuf chacun ou un peu de riz, moins que kabetza. Moins que kabetza. Pourquoi? Parce que comme il y aura le seder chez le Pessah qui est un peu long, jusqu'à ce qu'on arrive à Shulchan Aruch, on parle, et ça arrive souvent qu'il y en a un qui dit alors quand est-ce qu'on mange? Ou alors les allusions comme ça, tu vois. Il y en a toujours un qui perd la laine, qui perd la patience, et tu n'as pas envie qu'il y ait une situation désagréable. Donc ce qu'on fait, on autorise, on sert quelque chose. Tu prépares un petit plat de rien du tout, tu vois, un truc petit. Tu leur donnes, comme ça, c'est pour donner un peu d'haleine, tu vois. Remplir les batteries, mais à faux, comme ça. Juste, t'es à 0, tu remplis à 15% pour pouvoir communiquer un peu. Combien tu peux avoir dit? Moins que kabetza. Tu donnes kazaï vechetzi. 50 grammes. Jusqu'à 50 grammes. Un œuf ou quelque chose, un petit peu de salade, un peu de riz, tu vois. 2-3 cuillères de riz avec un petit morceau de poisson, n'importe quoi. Et si c'est de l'œuf, tu dis Zecher el korban chagiga. D'accord? Et après cela, tu pourras faire Boré Nefashot Rabot. Pourquoi? Parce que comme il y aura beaucoup de temps qui va s'écouler jusqu'à Shulchan Aruch, jusqu'à Motzi Matzah, tu as le temps, donc tu peux faire, comme ça, la Rav Ovadia l'écrit, tu peux faire Boré Nefashot Rabot. Après cela, tu vas faire karpas. Et karpas, il faut tremper, il faut faire Netilat Yadayim, sans bracha, et il faut manger les karpas moins que kazaït. D'accord? Et après le karpas, on ne fait pas bracha achona, d'abord parce qu'il faut manger moins que kazaït, et deuxièmement, parce qu'on a l'intention d'acquitter le maror qui sera pendant le repas. D'accord? Donc pour ces deux raisons-là, on fait donc le karpas de cette manière. D'accord? Donc on est Kadesh Ulhatz. D'accord? Ensuite, il y a Yahatz. Yahatz, on a sur la Kehara, on a 3 matzot en principe. Vous utilisez des matzot qui sont croustillantes. Nous, chez nous, on utilise des molles comme ça. Tout est bien, hein, même les molles. À la limite, moi, je préfère, c'est même mieux. Si tu as dans la famille, par exemple, des beaux-parents ou des gens qui sont âgés ou qui ont des problèmes de dents, tu vois, de gencives ou quoi, les matzot molles, ça résout mamash le problème. Ils n'ont pas de problème à mâcher. C'est très dense, tu arrives facilement à la kazaït. Ça ressemble un peu à du pain, donc c'est pas du tout un problème d'arriver à kazaït. Tu n'es pas obligé d'attendre des plombes, quoi. Ça va très vite. Et c'est naturel, tu n'es pas obligé de mâcher. D'accord? Et dans la Gemara, c'est écrit que les matzot, elles étaient tellement épaisses, elles étaient molles. À l'origine, les matzot, elles étaient molles, pas comme on a aujourd'hui, qui sont croustillantes. C'est plutôt style ashkénaze, elles sont croustillantes comme ça. Ils craignent que ce soit pas cuit à fond. Alors ils les font très très cuites, croustillantes, comme ça tu es sûr que c'est cuit. Mais à l'origine, dans la Gemara, c'est écrit qu'elles avaient un tefar. Elles avaient une épaisseur de tefar. Tefar, c'est 8 cm. Donc tu vois, nos matzot qui sont après à peine 1 mm et demi d'épaisseur, c'est rien. Quand elles sont molles. Et c'est très facile à manger. Donc, vous pouvez essayer une fois, ou alors tu peux acheter un paquet comme ci, un paquet comme ça. Essayez une fois, je vous recommande, tu verras que pratiquement, techniquement, c'est beaucoup plus facile à gérer avec les molles que même au niveau du poids. Comment?
Tu les trouves au supermarché ou dans les chaloukot qui font ici. Si, je te dirai, quand je serai aussi, si vous voulez, je vous dirai où il y en a. Ils les vendent avec Hersher Bet Yosef, Arav Marpoud, il y a pas mal de Hersherim qui sont différents, ou Arav Shalom Cohen Zatzal. On trouve Neve Tzion, on trouve pas mal de Hersherim. Il faut les mettre au congélateur. On les sort 2-3 heures avant le Seder, parce qu'il faut qu'elles restent fraîches. Si tu les sors la veille, elles deviennent plus dures. Mais quand elles sont fraîches, c'est très très bon. Et comme elles sont très denses, alors pour atteindre le 27 grammes du kazait, maman, c'est un petit morceau comme ça, t'as tout de suite kazait. Donc c'est facile, comme rien, t'en vas encore même après. T'es pas rassasié, t'en vas encore. Donc c'est beaucoup facile à gérer au niveau de la famille. Quand tu as des personnes âgées ou quoi, tu sais pas comment faire pour les pousser à manger. Même si c'est des enfants qui veulent pas manger ou quoi, tu leur donnes ça, ils en veulent encore en principe. Donc c'est toujours bon à prendre. Essayez une fois, même en plus des autres matzot, juste les mélanger un peu, et vous verrez qu'il y aura des surprises. En principe, peut-être chacun fait ce qu'il veut, mais au moins essayez, sachez que c'est bon. Et en plus, c'est caché à l'égard, il n'y a pas de problème. Il y a même le Rav Ratzabi, il y a le Hersher du Rav Ratzabi, il fait non seulement des matzamol, ils appellent ça lafa. C'est-à-dire, il est fait d'une certaine façon, elles sont un peu plus chères, elles sont molles, mange presque comme des lafotes. T'as pas besoin d'acheter ça, tu prends les réguilottes, elles sont pas chères du tout, moins chères que les réguilottes qu'on a, qui sont croustillantes. Et bon, essayez de prendre ça une fois, d'accord? Alors, on a 3 matzot dans le seder, l'une en dessous de l'autre, 3 étages comme ça. On prend les 2 supérieures, et celle du milieu, on va la couper, la casser ou la déchirer quand elle est molle. Et donc, quand on a une matzah qui est comme ça, on va prendre une petite partie, que c'est la petite partie qui va rester dans le seder, sur la kehava. Et cette petite partie, d'après la Kabbalah, on essaie de lui donner, que ça rappelle un petit peu la forme d'un dalet, symboliquement. Et la partie inférieure, qui est à l'intérieur, qui est plus grosse, celle-là, ce sera la ficomane. On a coutume de le mettre dans un petit sac, on la met sous la map. Les Ashkenazim, ils la cachent, ils la donnent à un enfant, ils font des jeux comme ça. Bon, on peut faire ça aussi. Mais la coutume, c'est de la cacher, de la dissimuler quelque part sous la map ou quoi. Pour la manger plus tard, à la fin du seder. Et il faudra que ce soit avant Chatzot Halayla. Ce sera à peu près quelque chose comme minuit ou moins 20, ou comme ça, ou minuit moins quart, minuit moins 20, plus ou moins. C'est plus ou moins l'heure que ce sera. Donc le Afikoman et le Hallel aussi, il faudra le faire avant Chatzot Halayla. Donc on a le temps, mais c'est pas infini non plus. Alors, ce Afikoman, on l'enlève, et celui du milieu qui est coupé, ce sera Lechem Oni. Parce que, pourquoi il s'appelle Lechem Oni? Pour 2 raisons. Beaucoup de raisons, mais 2 raisons essentielles. D'abord parce que les animes, les pauvres, ils n'ont pas l'habitude de manger du pain qui est, par exemple, une baguette entière, ou un pain entier. C'est un tiers de pain, une demi-ficelle, toujours des tranches ou quelque chose, des chutes de pain, mais pas du pain entier. On n'a pas l'habitude, le pauvre, il n'a pas l'habitude d'avoir toujours un bon pain entier à table. Donc, l'Echem Oni, ce sont le pain qui est déjà diffusé, c'est une chute, c'est le tiers ou la moitié. Donc ça rappelle l'Echem Oni, d'accord? C'est la première raison. Deuxième raison, l'Echem She'oni ma'alav dvarim arbe. C'est un pain sur lequel il va être dit beaucoup de choses, beaucoup de midrashim, tout le seder de Pessah. On le voit le pain, on le mange pas, et comment dirais-je? Donc She'oni ma'alav, on va parler sur ce pain beaucoup. On va dire ba'avourze, on va beaucoup parler de ce pain-là, et donc She'oni ma'alav. Qu'on parle beaucoup de lui, devant lui, sans le manger, avant de le manger, et après on le mangera à la fin. On connaît l'histoire des 2 pauvres. Il y avait 2 pauvres. Un juif et un goy, ils étaient copains. Et Pessah est arrivé, et à ce moment-là, le juif il a dit, écoute mon pote, Pessah, laisse-moi faire, je vais t'arranger un coup. Il va voir un gaba, il dit pas au gaba que son copain c'est un goy. Il dit, tu peux nous arranger 2 familles comme ça, chacun il est invité dans une famille. Alors il va voir son copain qui est pauvre, il lui dit, tu vas à cette adresse, ce qu'il te dit, tu le fais, ce qu'il te dit, si tu le fais, tu suis le seder. Le gars il dit, bon ok, il y va là-bas, tu vois, pour le faire manger. Et le gars il rentre dans la famille, il voit le seder, bon, il m'a dit de me taire, je me tais, tu vois. Et puis au début, le kidouche, il voit le pain, il voit la matzah, il veut la manger, mais et à chaque fois on lui donne un morceau, on lui dit, bah on lui montre le pain, puis il ne le mange pas. Alors, il a faim, il commence à s'énerver, il dit, mais qu'est-ce que c'est une torture, qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Il me montre le pain et je ne mange pas le pain, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent me narguer, hein? Et petit à petit, il commence à bouillir de nerfs, tu vois.
Après, il lui faut manger le karpas. Et le karpas, les Ashkenazim, ils vont le khren, le truc qui est très piquant. Alors il goûte le pain, il goûte le piquant et il veut manger le pain. Et non, 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 le pain c'est après. Ah, il s'énerve, c'est quoi? C'est une chambre de torture, il te faut manger le piquant et pas de pain exprès. Exprès, ils font ça. Et après, le vin, bon. Mais Kitsour, à la fin, il voit qu'il parle encore, Aouda, il parle sur le pain, le pain, le pain, le pain. À la fin, il dit, j'ai compris, ceux-là, ils veulent me torturer. Il dit, bon, écoutez, je vais aux toilettes, comme ça, il se lève, et il va à la porte, il se sauve. Et il dit, heureusement que je me suis sauvé. Le lendemain matin, il voit son copain juif, il dit, alors, comment il était le repas hier? Il dit, quel repas? Heureusement, je me suis sauvé, tu m'as envoyé, tu sais, c'est pas de ta faute, mais il m'a envoyé chez une famille des sadiques. Quel sadique? Il dit, ils m'ont mangé, ils font un piquant, sans pain, sans rien, et ils m'ont fait attendre tout comme ça, et à la fin, et qu'est-ce que tu as fait à la fin? À la fin, j'ai pris mes pieds à mon cou, moi, je me suis sauvé là-bas avant qu'ils me tordent. Oh, tu dis, qu'est-ce que tu as fait? Tu aurais attendu encore 10 minutes, tu aurais mangé un somptueux repas magnifique et tout comme ça. Ah bon, non, quoi, qu'est-ce que tu dis? Quoi, qu'est-ce que tu... Alors demain, non, non, c'est fini l'année prochaine. Et donc il a rien compris au film, le pauvre, il était out. C'est curieux. Un juif, lui, il va attendre, mais lui, il se dit, qu'est-ce que c'est cette histoire? Donc ça, c'est pour l'anecdote. Pour le lechem shoranim alav dvarim arbe. Donc on va beaucoup parler de ce pain, mais on va pas le manger forcément, d'accord? Alors, Ovadia, il ramène une dracha ba'avourze, au-dessus, Hachem, il m'a sorti d'Égypte, ba'avourze, en désignant la matzah. Alors, Chazal disent, pourquoi? Parce que comme on a été, Bechipazon, on a été pressé à la sortie d'Égypte, la pâte n'a pas eu le temps de fermenter et de gonfler. D'accord. Donc c'est pour ça, parce qu'on a du pain qui est matzah. Mais, Chachamim disent, c'est pas très cohérent de dire ça, pourquoi? Parce qu'on dit que Avotenu, Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont respecté toutes les mitzvot. Même qu'ils n'étaient pas encore ordonnés, ces mitzvot, ils les ont respecté quand même. Par exemple, le soir où Lot, il a reçu les 2 anges, c'était le soir de Pessah. Et il faisait les matzot. Alors, il dit, s'il faisait des matzot, c'est avant la sortie d'Égypte. Alors pourquoi tu me dis qu'il n'a pas eu le temps de fermenter? C'était pas du tout avant c'était bien avant le scénario où Pharaon, il nous fait sortir et on n'a pas le temps de faire fermenter la pâte, ça n'a rien à voir. Et pourtant, déjà, il faisait de la matzah. Donc tu vois que la matzah, elle était matzah bien avant le scénario de « on est pressé, on n'a pas le temps de faire fermenter la pâte ». Et donc, d'après la phrase qui dit « Ba'avourze », pour ça qu'on a été sorti d'Égypte, ça veut plutôt dire que c'est par le mérite de pouvoir consommer cette matzah-là pour faire l'ordonnance de consommer de la matzah le soir de Pessah, pour ça qu'on est sorti d'Égypte, par le mérite de la matzah. Donc attention, la matzah, elle a un gros mérite, et c'est une mitzvah de la Torah. Le soir de Pessah, c'est une mitzvah de la Torah de manger la matzah. Et c'est bas, kazait, sans mélanger avec d'autres aliments, et dans un temps de achilat peras, c'est-à-dire c'est quelque chose qui tourne autour de 4 minutes. C'est pour ça que je parle de la matzah molle, parce que ceux qui ont du mal à trop mâcher, la matzah molle, en 30 secondes, 1 minute, tu finis ton truc, tu peux pas plus longtemps que ça. Donc, c'est une mitzvah de la Torah, et qui a un mérite qui nous fait, même, j'ai vu Chachamim me ramène que, par le mérite de la matzah, on a mérité Eretz Israël en plus. À ce point-là. Elle a un gros mérite. Et le Afikoman, c'est une ségoula aussi d'être sauvé. Il y a un Chacham, une fois, il a été pris dans une tempête dans un bateau, et il avait un morceau d'Afikoman sur lui en ségoula, en shmira pour le garder, des intempéries ou de n'importe quoi. Il a pris un morceau d'Afikoman, il l'a jeté à la mer, et la tempête s'est calmée tout de suite. Donc attention, l'Afikoman aussi, ça a une part très très forte. J'ai du mal à comprendre l'histoire de comment c'est possible que Lot, il avait déjà consommé la matzah à son époque, alors que c'était bien avant. Ouais, bah c'est ça. Il y a beaucoup plus que ça. En fait, la Torah, elle a été conçue, elle a été écrite par Akash Baruch Hu, c'est-à-dire Akash Baruch Hu et sa Torah, c'est lui-même. Donc c'est pas comme un écrivain qui a écrit quelque chose. Akash Baruch Hu, sa Torah, c'est sa chokhma, c'est lui-même et lui-même. C'est quelque chose qui est une valeur intégrale de lui-même. Comme dit le Tanya, il ramène le Zohar qui dit Kucha Baruch Hu ve'oraita chadu. Donc la Torah qui a été écrite Tatka Dorot, 974 générations avant la création du monde. Et c'était avant la création du monde, avant Lot, avant tout déjà.
Il parle de tout ce qui va se passer. Et chacun va se comporter selon son comportement. Comment la Torah, elle est... Et en plus, elle ramène le langage de Eglon et de Abraham qui parle avec Eglon. Tout ça, c'est en langue Sfat HaKodesh, en hébreu. Depuis quand, quoi? Eglon, il connaissait Sfat HaKodesh. Et en plus, elle parle du langage de Pharaon, qui lui, le Midrash, il dit que Pharaon, il connaissait pas l'hébreu. Et pourtant, il parlait avec Yosef. D'après la Torah, dans la Torah, c'est écrit en hébreu. Tu sais qu'il parlait pas hébreu. Donc, qu'est-ce que c'est? Pourquoi la Torah, elle ramène des choses qui sont pas tout à fait exactes dans leur situation? Tu comprends ce que je veux dire? Il y a beaucoup d'autres couchiotes encore. C'est bizarre que Pharaon, il parlait en hébreu avec Yosef. Oh. C'est-à-dire que la Torah, en fait, elle ramène pas le langage exact, c'est-à-dire Milouli, vraiment le langage tel que Pharaon il l'a dit dans sa langue. Non, c'est pas comme ça. La preuve, c'est qu'il a appelé Yosef Tsafenat Pe'aneach, mais Gelé Amukot. Tsafenat Pe'aneach. Tu vois bien qu'il parlait une autre langue, d'accord? Et en plus, la Torah, elle ramène quand les frères de Yosef, ils sont descendus en Égypte chercher à manger. Et ils disaient ensemble... pourquoi ils pensent qu'ils ont été pris par ce piège de Pharaon, du second de Pharaon qui leur dit vous êtes des espions, n'est-ce pas? Et après, Yosef, il entendait leur langage, mais eux, ils ne savaient pas qu'ils comprenaient. Et il leur parlait. Mais du fait que tu sais qu'ils comprenaient leur langage et eux, ils ne savaient pas, ça veut dire qu'en quel langage Yosef, il leur parlait? En un autre langage. Et il y avait le Tourgoman, il y avait le traducteur entre les deux. Donc Yosef, lui, il ne parlait pas l'hébreu. Exprès pour se camoufler, pour cacher qu'il était Yosef. Or, la Torah, elle ramène les phrases de Yosef, traduites en hébreu, tu comprends? Et non pas le langage de Yosef tel que lui parlait. Donc il y a beaucoup d'autres couchiotes encore. La Torah, en mukdam monchar batorah. La Torah, elle ramène des choses qui sont... Il faisait exprès de parler une autre langue pour pas que eux, ils le reconnaissent. Okay, et qu'est-ce qu'elle ramène la Torah? Elle ramène la traduction en hébreu. Or, c'est pas le langage exact qu'il a ramené Yosef, tu comprends? Et même quand les Égyptiens se parlaient entre eux, dans la Torah, c'est écrit que les Chachamim, ils disaient à Pharaon, jusqu'à quand tu libères pas ce peuple? C'est écrit en hébreu dans la Torah, mais eux, c'est pas en hébreu qu'ils ont dit ça. Comment? Donc la Torah, elle a beaucoup de couchiotes sur ces histoires-là. En réalité, c'est parce que déjà les mitzvot, elles ont été conçues, elles ont été écrites bien avant le récit de la Torah. Bien avant. Et ça, ils avaient l'esprit divin, Abraham, Yitzhak, Yaakov. Ils savaient ce qui va se passer. Donc, quand ils faisaient les mitzvot qui étaient déjà conçus, eux, ils savaient déjà quelles mitzvot elles vont être. Même si apparemment ça va découler d'un scénario qu'on va être précipité par Pharaon et la pâte ne va pas avoir le temps de fermenter. Mais en réalité, l'histoire de la matzah, c'est indépendamment de ça. Ça ne vient juste que s'ajouter le fait qu'on n'a pas eu le temps et que ça fermente, etc. Ça vient juste pour confirmer un scénario, mais en réalité, le résultat d'avance, il faut qu'il y ait de la matzah. Sans aucun rapport. Et donc, de fait, comme il savait qu'il y aurait de la matzah, Abraham, il a appris à son neveu. Et donc Lot, même quand il habite tout seul à Sodome et Gomorrhe avec sa femme qui était une indigène de Sodome ou de Gomorrhe, eh ben il faisait quand même le matzot. Tu comprends? C'est lié à leur roi HaKodesh. Oui, les Avotenu, ils avaient le roi HaKodesh, bien sûr. Ils savaient. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Par exemple, la Torah, elle dit que Sarah Imenu, elle a été kidnappée par Pharaon, par les kiddim de Pharaon. Ils ont dit, cette femme, elle est trop belle. Il faut que c'est pour un roi, etc. C'est pour notre roi. Et donc, elle a été kidnappée. Mais Chachamim, ils disent que si Sarah n'avait pas été kidnappée, on n'aurait pratiquement pas pu sortir d'Égypte. C'est-à-dire que le kidnapping de Sarah, c'est très précurseur de notre galoute en Égypte. Nous, ce qu'on a subi en Égypte en tant qu'esclave, elle a amorti le coup en subissant un pourcentage de l'exil en étant kidnappée par Pharaon. Tu comprends? Elle a fait tampon, quoi. Tampon, voilà, par choc. Souvent le rôle de la Shekhinah aussi. C'est l'une des raisons pour lesquelles on dit Tikkun Tratzot, la nuit. Parce que comme la Shekhinah, elle se comporte un peu comme notre tampon, comme notre pare-choc. Elle subit pour nous pour que les coups soient digestes, qu'on puisse y survivre. Tu comprends? Donc nous, en fait, c'est grâce à la Shekhinah qu'on vit. Et donc quand on compatit, on est conciliant, on participe à la peine de la Shekhinah qui est en exil pour nous, quand, en particulier dans le Tikkun Chatzot, en réalité, on établit une relation qui a double sens, pas uniquement un sens unique qu'on reçoit de Shekhinah, mais nous aussi, on essaie de montrer qu'on erpat là non, qu'on est ensemble avec elle. On prend une petite partie de sa souffrance. Quelqu'un qui souffre pour son fils, pour son... Tu parles du Tikkun Chatzot. Ouais.
Et j'ai pensé à toi il y a pas longtemps parce que j'ai étudié, je suis en train d'étudier un truc dans la Gemara sur sur la première de Brachot, Rabbi Eliezer qui dit pour la Shmora Rishona. Ouais. Et de là, on apprend que la Kadosh Baruch Hu, trois fois dans la nuit, il se lève pour rugir parce qu'il pleure le temple. Le temps. On nous apprend ça dans la Gemara. Al Et je Shegalou, pensais que Banam Shulchan le Aviv. Tikkun Ratzot, c'est par rapport à ça. Oui, ce que tu dis, ça a une conséquence assez importante. Le Tikkun Chatzot, nous, en principe, ce qu'il faut, d'après la Kabbalah, attendre Chatzot Alayla. En ce moment, c'est avec l'heure d'hiver, c'est minuit moins quart, quelque chose comme minuit moins quart. Mais en heure d'été, c'est 1h moins quart. C'est midi et demi, minuit et demi, c'est tard. C'est encore plus difficile. Maintenant, ça, c'est d'après la Kabbalah. Mais d'après le Pshat, d'après la Gemara, il y a 3 Mishmarot. Donc la nuit, elle est subdivisée en 3 et non pas en 2. Et si elle est subdivisée en 3, ça veut dire que tu peux n'attendre que 4 heures et non pas 6 heures. Si tu comptes 4 heures saisonnières de la nuit, donc tu tombes pas sur minuit moins quart, tu tombes sur 10 heures, par exemple, tu vois. Et donc dès 10 heures, tu peux déjà dire quelques phrases qui vont rappeler l'exil de la Shekhinah, l'exil de Am Israël, la destruction du temple, en s'identifiant à la peine de la destruction du temple. C'est la vie de Rabbi Eliezer. Je me souviens plus. Mais au niveau de la halakha, ça veut dire que celui qui sait qu'il ne pourra pas tenir le coup jusqu'à Chatzot, il peut ne pas se démarquer d'être associé à la peine de la Shekhinah. Vers les 10 heures du soir, il peut dire quelques phrases, pas le Nussar du Tikkun Chatzot. Parce que ça, c'est le Nussar d'après la Kabbalah, ça doit être à partir de Chatzot. Mais d'autres choses, il peut dire Alvaï que le temple soit reconstruit, jusqu'à quand la Shekhinah elle sera bégalout, jusqu'à quand on sera en galout, jusqu'à quand on sera servi avec ce Erev Rav. On parle de choses, tu comprends, d'après ce que nous on sait sur la galoute, et montrer qu'on est attristé de la galoute à Shekhinah, de la galoute à Israël, et de la destruction des 2 temples, etc. Et donc, ça on peut le faire beaucoup plus tôt. À la fin de la Mishmara Rishona, c'est après 4 heures, non pas 6 heures. Ça, c'est le Nafkamina d'après le Pshat de la Gemara qui ramène une autre subdivision de la nuit. D'accord ? Si on attend jusqu'à minuit, à ce moment-là, il vaut mieux dire le Tikkun Chatzot proprement dit. D'après le Nosah, Al-Narod Bavel, ça, tout ce qui est écrit Tikkun Rachel, Tikkun Léa, selon les jours où on dit que Tikkun Léa, ou on dit pas Tikkun Rachel, etc., oui. Et là, c'est à partir à Chatzot Alayla, c'est autre chose. C'est le même principe, mais on le fait d'une façon différente. À Pi à Kabbalah. Et sinon, si on est fatigué, on est éclaté, oui, en ce moment il y a les Hazakot, on ne sait pas quand est-ce qu'il y a un Hazaka, on veut aller se coucher tôt. Peut-être qu'il n'y aura pas d'Azaka. Alors, au point où j'en suis, je vais me coucher à 10h. Tac, je dis quelques phrases sur le Galout à Shekhinah, Galout à Israël, destruction des temples. Et à ce moment-là, je vais dormir. Et je n'aurais pas été démarqué. Je n'aurais pas été indifférent à l'exil de Am Israël et de la Shekhinah. D'accord ? Parce qu'Akash Baruch Hu aussi, Koevlo. Lui, il est séparé de ses enfants, de nous. Alors on demande que Hachem, jusqu'à quand tu auras de la peine d'être séparé de tes enfants, que c'est nous. Donc, c'est pas seulement pour que nous on soit sauvés. Il explique le Tanya aussi. C'est possible pour que Akash Baruch Hu, lui, sa souffrance à lui, elle soit arrêtée. D'accord ? Nous aussi on souffre. Mais on sait que Hachem, lui, il souffre. Non seulement qu'il souffre, mais c'est écrit Bechol Tsaratam Lotsar. Ça veut dire toutes les souffrances accumulées de tout Am Israël, dans tout le monde entier, elles sont accumulées, elles sont ressenties par Akash Baruch Hu. Donc tu vois que le poids de la souffrance d'Akash Baruch Hu, il est beaucoup plus important. Donc on pense à Akash Baruch Hu, on dit jusqu'à quand tu vas souffrir de nos exils à nous. Nous encore, nous on exile et nous un par un, mais toi, tous les exils, toi, Israël, tu les ressens. Comment ? À ce moment-là, on peut dire des choses comme ça à partir de 10 heures. Et s'il se lève à Chatzot, il dira Tikkun Chatzot, c'est pas grave. Mais au moins, il ne sera pas démarqué parce que c'est important de ne pas être indifférent à cela. Tu vois, au moins une fois par semaine. Le mieux, c'est toutes les nuits, mais au moins une fois par semaine. Une nuit, il va essayer de se lever, de dire, s'il se lève, à ce moment-là, on fait Netiat Yadayim, on dit Birkot Torah parce qu'on va dire des psukim. D'accord ? Et à ce moment-là, on dira Tikkun Chatzot, ou alors on dira ces psukim-là. En principe, on dira Tikkun Chatzot. Si déjà on se lève, en principe, c'est après Chatzot. Et à ce moment-là, on aura du Tikkun Chatzot, quelque chose qui est très important. Pendant tout le mois de Nissan, on dira que Tikkun Léa, la deuxième partie, parce qu'on ne dit pas de Tachanonim. Tout le mois de Nissan, étant donné que le Rov du mois de Nissan, il est avec Simcha, avec les fêtes, etc., les Korbanot des Nessim, et tout ça, donc il n'y a pas de... Tout le mois, on fait Gesher, tout le mois il n'y a pas de Tachanonim,
Et donc tout le mois, on ne pleure pas, on ne se met pas en tristesse, on ne dit pas tikkun chatzot, on dit que tikkun léa. On ne s'assoit pas par terre. On s'assoit sur une chaise ou quoi, c'est beaucoup plus rapide. Et les mizmorim qui parlent de Yom Tzara, etc., on ne le dit pas. Tout ce qui est en petites lettres dans le tikkun chatzot. Top. Maintenant, on va revenir sur le... Quelle heure il est? Ah, oui. Ok. On dit encore une halakha, puis on dira une histoire. Donc on dit yachatz. Yachatz, on sépare la matzah du milieu en deux, avec une petite partie qui va rester dans le seder sur la table, et l'autre grosse partie de la matzah qui va être en afikoman. On va l'envelopper dans un sac ou dans un sac en plastique ou quoi, on va le cacher sous la nappe ou quoi, chacun selon sa coutume. D'accord? Et on continue le seder. Comment? Pour le afikoman, on prépare le afikoman. Non, pourquoi c'est... On a dit, pour qu'il y ait lechem ani. Lechem ani. Le pain du pauvre, qui n'est pas complet, qui ne va pas être un pain entier. Oh. Donc il faut que... Et comme la bracha, il faut qu'elle soit sur le pain du pauvre, et aussi, pour la bracha elle-même, il faut que ce soit sur du pain qui est entier pour Yom Tov. Donc on fait les deux. On fait un pain qui sera entier, et un pain qui sera du pauvre. Donc, la supérieure est la emtsaït, celle du milieu. L'une, elle sera entière, et l'autre, elle sera lechem ani. D'accord? Et on dit pourquoi ani? Lechem shorani malav arbe, dvarim arbe, et lechem ani, le pain du pauvre. Donc, il n'est pas entier. D'accord? Et le afikoman, on le mangera à la fin. Il faudra qu'à la fin de l'afikoman, on n'aura pas le temps d'arriver là ce soir. Mais à la fin, quand on dira afikoman, c'est seulement après afikoman qu'on dira birkat Hamazon, après tout le seder de Pessah. Et on le mangera aussi avec Aseba. Et après le afikoman, on n'a plus le droit de manger des friandises ou quoi. Que du café, du thé, et c'est tout. Du café, du thé, de l'eau. Donc, en fait, si on veut servir un dessert ou quoi, il faudra que ce soit avant le afikoman. Donc avant le birkat Hamazon. D'accord? Et celui qui aurait oublié de dire le afikoman, qu'est-ce qu'il fait? Par exemple, on fait le seder de Pessah. On a dit tout le seder. À la fin, on mange ça, il y a la famille, on parle beaucoup. Et en fait, celui qui fait le seder, il faut savoir, dans les parlottes qu'on a dans le seder, il faut éviter que ce soit, qu'on parle de tout et de rien. Il faut essayer d'éviter ça. Pourquoi? Parce que, comme on fait jusqu'à au moins l'afikoman, et l'afikoman c'est juste avant Birkat Hamazon, parce que comme on fait Amotzi Matzah, et que c'est Asher Kidishano, le Mitzvota B'Tzivano, pour manger la matzah, donc il faut que entre la bracha et la consommation de la matzah, il ne faut pas qu'il y ait, comment dirais-je, trop de parlotte, il ne faut pas qu'il y en ait du tout même. Mais comme elle m'a la Zeder Chaola, donc on dit d'Ivre Torah, on parle de Tziat Mitzrayim, etc. Mais quand ça devient d'Ibur Echol, d'abord pour le Yom Tov, c'est interdit de parler de la bourse ou n'importe quoi. Et en plus, ça fait Efsek. Ça peut faire un Efsek entre la bracha. Et la matzah, Bedi Avad, hein, la saute. On ne va pas recommencer la bracha. Mais il faut éviter de... Quand tu dis on mange l'afikoman, c'est ça? Ouais. On mange Ok, donc il faut manger la demi matzah qu'on a mis sous la nappe. À la fin, oui, on prendra, c'est-à-dire à la fin du repas, on prendra de la matzah et de l'afikoman qu'on a caché. Celui qui arrive à prendre kazaït de cette matzah-là, lui, il pourra faire la khumra de manger un kazaït de l'afikoman et un autre kazaït de la matzah. D'accord? Mais c'est pas obligé de manger de kazetim. C'est pour ça, celui qui mange la matzah molle, il sent pas le problème. Il en mange sans compter. On en mange un peu de sel, un peu quoi, t'en manges encore, il y a pas on sent pas. Quand la matzah elle est dure, on compte un peu plus parce que c'est d'abord parce qu'elle est plus avririte, elle est plus aérée. Et donc pour arriver au poids de 27 grammes, il en faut plus, en fait, beaucoup plus de volume. Et comme elle est croustillante, on a du mal à la mâcher, donc il faut prendre le temps. D'accord. Et ça, il faudra en manger kazaït, au moins kazaït, et en Esseba. Maintenant, celui qui veut faire la khumra de manger 2 kazetim, ça se passe au motzi matzah, un pour motzi, un pour matzah. On prendra donc la matzah supérieure qui est entière, et la matzah du milieu qui est la petite partie qui est restée, et donc l'echem oni qui est pas entière. Celui qui peut arriver à l'iftsoa, attraper ces 2 matzot-là, il prend kazaït de l'un, kazaït de l'autre, là, il y a un inyan de faire khumra, celui qui veut, de manger 2 kazetim. Maintenant, le kazaït, quand il est par 2, il y a une marloquette entre Rashi et entre Rambam.
Rashi, c'est Rabbi Shlomo ben Yitzhaki. Shlomo, Shin Lamed Memhe, 4 lettres. Et Maïmonide, c'est Rabbi Moshe ben Maïmon, 3 lettres. Moshe, Mem, Shin He. Alors la marloquette, c'est 4. Lamed. Comment? Non, j'ai dit la différence, c'est le Lamed, non? Oui, le Lamed. Mais ce que je veux dire, c'est que, je ne vais pas rentrer dans le calcul, mais la maskana, la conclusion, c'est que le kazaï du Rambam, qui est 3 lettres seulement, il est seulement 18 grammes. Et le kazaï de Rashi, il est 4, c'est 27 grammes. D'accord? Alors, quand on mange 2 kazetim, on n'est pas obligé de faire 2 kazetim de 27 grammes x 2. On peut faire 18 grammes multiplié par 2. Parce que de toute façon, on aura déjà dépassé le kazaït. Et donc, comme on aura déjà dépassé le bassiste, la base de la mitzvah qui est kazaït, donc sur la khumra, on n'est pas obligé de mahmirim. On peut être mikelim et utiliser la formule de Maïmonide du Rambam qui est uniquement 18 grammes. Et donc 18 x 2, ça fait 36. Donc le palier entre un kazaït et 2 kazetim, dit le Rav Ravodia, il dit c'est entre 27 grammes et 36 grammes. C'est pas énorme, c'est 9 grammes de plus. Tu comprends? C'est pas rajouter encore 27 grammes. C'est sur les 27 grammes, rajouter 9 grammes. Donc c'est facile en fait. Ajoute c'est de la matière molle en plus. Donc c'est très facile en fait de faire cette moelle là. D'accord? Mais c'est pas obligé. Et autre chose, c'est que quand on compte les 27 grammes, c'est bien celui qui peut peser avant le seder. Tu prends une petite balance, il y a des petits sacs en plastique, et tu